Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Aujourd'hui, pour m'accompagner, Marion Fritsch. Bonjour Marion. Bonjour Malika. Alors, tu es autrice, poétesse. Tout à fait. Et créatrice de contenu, Oui, on peut le dire aussi, oui, c'est vrai. Parce que sur Instagram, on te connaît derrière le compte Un livre, une histoire. 450 000 abonnés? À peu près, exactement. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu y fais? Oui, bien sûr. Alors, j'écris, du coup. J'écris principalement des fragments poétiques et de la poésie. Et je l'écris sur du format papier. Je travaille aussi beaucoup l'oralité, donc ma voix, que j'additionne avec de la vidéo, de la musique pour un petit peu faire monter les émotions. Et voilà, donc je jongle sur les formats afin de mélanger mon écriture à ce qui est possible de faire sur la toile. Depuis combien de temps tu fais ça? L'écriture, c'est depuis mars 2023. Donc c'est relativement récent, oui. Ouais, c'est récent, ouais, exactement. Avant, t'écrivais pour toi ou même pas? J'écrivais des chroniques de livres, donc je donnais mon avis sur des livres. Et c'était finalement mon premier pas dans l'écriture. Mais l'écriture créative, ça arrivait il y a 2 ans, ouais. Et les critiques de livres, tu les mettais sur Instagram ou tu étais journaliste? Je les mettais sur Instagram, d'où le fait que mon livre s'appelle Un livre, une histoire. Parce qu'à la base, l'idée, c'était ça, c'était de donner mon avis sur des livres, de parler livres, en fait. Et après, tu as transformé le compte, en fait? Complètement, ouais. Au début, j'hésitais un petit peu à en recréer un. Et puis, j'avais quand même un petit peu de monde. Donc il y avait combien de personnes, pour qu'on ait une idée? J'en avais à peu près 20 000. Ok, oui, il y avait déjà une bonne base, bah, surtout sur la littérature. Ouais. Tout à fait, ouais, c'est quand même un peu un monde assez niche. Et donc voilà, j'ai pris le virage et ça m'a demandé un petit peu du temps. Les 6 premiers mois, les gens me disaient « mais pourquoi vous ne mettez pas la référence de l'écrit, qui est l'auteur ?» Alors je répétais « c'est moi, c'est moi ». Puis finalement, j'ai fini par me faire reconnaître. Et puis en novembre dernier, tu publies ton premier ouvrage, Les Fragments du cœur, chez Albin Michel. Livre que j'ai lu, que j'ai adoré, que je lis tout seul très vite. Ça a dû être une émotion particulière, j'imagine? Ouais, c'est quelque chose d'incroyable. Un premier ouvrage, c'est vraiment un... Waouh, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de travail aussi. Et c'est un bel aboutissement, surtout quand tu t'es fait connaître. Et là, est-ce que tu reprends les écrits que tu as déjà publiés sur Instagram ou tout est nouveau? Il y a une 50aine de pages qu'on peut retrouver sur Instagram, mais il y a à peu près presque 200 pages de textes inédits quand même. Quels sont les retours pour l'instant? J'ai des très bons retours. C'est un livre qui marche bien. C'est un livre qui parle, qui plaît. Moi, mon idée, c'était vraiment de parler d'amour, de parler de toutes les émotions amoureuses qu'on peut traverser à travers une rencontre. En une année, il y a les différentes émotions. C'est ça. En fait, j'ai choisi comme étape les saisons et j'ai voulu le faire sur 1 an parce que je trouve que, en tout cas, pour parler de ma génération, aujourd'hui, ça va très vite, l'amour. On prend, on vit très fort et ça se termine aussi souvent très vite. Et je voulais raconter ça. Je voulais raconter parfois ces histoires qui prennent autant de temps à se vivre et dont on prend autant de temps à se remettre, et voire parfois plus de temps à se remettre. Et tout à fait. Et je trouve que c'est une réalité, quoi. Donc aujourd'hui, le sujet de l'engagement, le sujet de l'amour de soi, le sujet de la rencontre qui ne soit pas seulement un feu de paille. Et pourtant, c'est de l'amour, puisque sur le moment, on ressent cette émotion, donc c'est qu'elle a existé. Voilà. Est-ce que tu travailles déjà sur le prochain ouvrage? Alors, je travaille sur des ouvrages qui vont sortir cette année, sur 2025, notamment un carnet d'écriture, parce que voilà, mon message, c'est que tout le monde peut lire de la poésie et tout le monde peut écrire, autant de la poésie que du récit. Donc, il y a un carnet d'écriture et je sors à la fin de l'année aussi une anthologie. De mes poèmes préférés, afin une nouvelle fois de rendre la poésie accessible au grand public. De tes poèmes que tu as écrits ou des poèmes en général? de mes poèmes des grands auteurs. Et tu les expliques? Tu les critiques peut-être comme c'était ta fonction première? Non, pas du tout. C'était vraiment juste un choix. Tu vois, j'ai lu plein de recueils, j'ai récolté pour pouvoir créer un objet où on peut lire du Éluard, du Verlaine, du Hugo et se dire finalement j'aime bien, ça me plaît. Et voilà, moi aussi, je peux lire de la poésie. Donc, pas mal de projets dans un futur proche. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets encore en cours dans les prochains mois? Tout d'abord, écrire de nouveau un autre ouvrage. Évidemment, ça me paraît une évidence que Les Fragments du cœur n'est que le premier. Et puis aussi, il y a un projet d'un spectacle de seul sur scène pour donc faire de la poésie sur scène. Toujours. Donc quelque chose que je travaille beaucoup aussi, l'oralité scénique.
Donc voilà. Donc, là, c'est dans l'ordre de l'hypothèse ou c'est concret? Tu as déjà été contacté par un théâtre? J'ai trouvé des producteurs et un metteur en scène. Donc c'est concret plutôt. Ça serait à peu près quand? Ouais, c'est pas tout de suite. On va commencer à répéter à la fin de l'année. Donc après, tu rajoutes quelques mois derrière encore. 2026. On est plutôt sur 2026. Mais l'écriture est en cours. Donc, bon, en tout cas, il y a beaucoup de projets. Ouais, c'est vrai. Mais c'est tellement chouette. Donc on va arrêter de regarder devant, on va regarder un petit peu derrière. T'as grandi où? Alors moi, j'ai grandi dans le 9-4, mais on est dans le 94, à Cachan. Voilà. Et t'es née où? Tout à fait à côté, à Thiers, toujours dans le 94. Comment était ton enfance? Mon enfance, elle était une enfance de quelqu'un qui a grandi en banlieue, donc une enfance plutôt calme. J'étais pas une très très bonne élève, mais j'avais pas de difficultés non plus. Et voilà, j'avais la chance d'avoir des parents qui étaient quand même assez curieux et branchés artistes. Donc mon père faisait beaucoup de musique, ma mère lisait beaucoup. Donc j'ai quand même un peu baigné dans cette... C'est de ta maman que la littérature vient? Tout à fait, ouais. En fait, tous les jours, elle m'amenait à la librairie et j'avais le droit de choisir les livres que je voulais. Et t'aimais ça, toi? Ou au début, c'était un peu... Ah non, moi j'adorais ça. Directement? Ouais, vraiment tout de suite, dès que j'ai appris à lire... J'ai lu mon tout premier livre, qui est un livre assez connu, qui s'appelle Mathilda de Roald Dahl, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui a des parents un peu difficiles, mais qui adore lire et qui a une maîtresse merveilleuse. Et grâce à sa maîtresse, elle va pouvoir un petit peu s'extirper de sa sphère sociale d'où elle provient. Et voilà, et dès que j'ai lu ce premier livre, j'ai plus jamais arrêté. T'avais quel âge? Peut-être 8-9 ans, quelque chose comme... quand tu apprends à lire, ouais, par là. Et après, c'était quelle consommation? Combien de livres? Si elle t'emmenait tous les jours à la librairie, tu lisais combien de livres par semaine? Beaucoup. Enfin, beaucoup. Beaucoup par an. En tout cas, je pense que j'en lisais bien au moins 2 par semaine, ouais. 2, 3. T'avais des frères, des sœurs? J'avais j'ai toujours une grande sœur, donc on n'a pas vraiment vécu ensemble au même moment, parce qu'une très grande sœur, pardon. Il y a une grande différence d'âge? Ouais, on a 12 ans de différence, donc, ah oui. Donc c'est beaucoup. T'as un peu grandi en enfant unique alors? C'est un peu la sensation que j'ai eue, ouais. Surtout la petite dernière? En plus, ouais. Et aujourd'hui, vous avez, avec ta grande sœur, quelle relation en grandissant? Mais écoute, on a des vies très très différentes. Elle vit dans le sud-ouest, à la campagne, dans un petit village. Elle a une vie de famille, mais cependant elle est pianiste, donc on retrouve ce côté artistique. Oui, tout à fait. Mais voilà, après on a pris des chemins assez différents quand même. Mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de nous retrouver sur certains points. À l'école, ça se passe comment pour toi? Alors, jusqu'au collège, plutôt bien. Parce que jusqu'au collège, c'est à peu près en tout cas pour moi, il n'y avait pas besoin de forcer et ça passait, quoi. Il y a un moment, ça passe plus, tu vois. Si tu bosses pas, ça ne passe plus. Et je pense que ce petit point névralgique, ça a été au niveau de la 3e. Moi, je n'aimais pas... j'adorais l'école pour les copains. J'étais toujours déléguée de classe. Ah oui, populaire, quoi. C'est ça, un peu. Les profs m'adoraient, même si je n'ai pas forcément des bonnes notes, mais tu vois, il y avait un truc, quoi. Mais j'aimais pas faire mes devoirs, tout ça. Et donc, en 3e, ça commençait un peu à me coincer. Je force un peu le passage pour le lycée. Là, le lycée, ça commence à peiner quand même bien comme il faut, donc j'ai redoublé une fois. Et puis, en fait, j'ai eu mon bac en mettant un coup de fouet à J-2 mois à l'époque où c'était pas sur, comment on dit aujourd'hui, continu, voilà, c'est ça. Mais du coup, si tu veux, c'était pas mon truc plus que ça à l'école. Après, j'avais des matières préférées et des choses comme ça. Du coup, tu avais déjà comme matière préférée le français? C'est ça, ouais, tout à fait. Et ça se passe comment dans les matières scientifiques? Ça se passait plutôt pas mal, mais ce qui était assez marrant, c'était... en fait, j'adorais le français, surtout tout ce qui était rédaction, justement. J'aimais pas trop tout ce qui était commentaires composés, analyse de texte, enfin, tout le côté... Pourtant, c'est un peu ce que tu as fait finalement plus tard sur Instagram au démarrage. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait un peu ce côté-là, mais plutôt anarchique, tu vois. C'était un peu comme j'avais envie de le faire. Oui, là, il y avait, sans règles bien définies. Il y avait des règles bien définies et tout. Mais paradoxalement, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Ouais. Et ce qui me portait préjudice, parce que j'avais des moins, je ne sais pas combien, sur mes copies. Et puis voilà, c'était 2 choses que j'arrivais pas à mettre ensemble. Pourtant, on dit que quand on lit beaucoup, normalement, ça aide énormément pour l'orthographe. Ouais, c'est vrai. Je sais pas qu'est-ce qui se passait dans ma... Tu sais, c'était aussi l'époque des textos payants.
Oui, oui, oh là là, on avait appris quand ça ne voulait plus rien dire. J'avais 16 ans, donc j'avais appris à écrire en raccourci, donc je pense que ça aidait pas spécialement, tu vois. Et voilà, il y avait ce truc-là, et en fait, je me rappelle un jour, j'étais au lycée et j'avais toujours des mauvaises un peu de notes en français à cause de ça, des -3, -4, -5. Et un jour, j'ai un prof de français qui nous rend une copie, donc une rédaction, c'était un écrit, un peu une petite nouvelle et tout. Et il me rend la copie et il me dit, mais c'est toi qui as fait ça? Et je lui dis, ben oui. Je me dis, oh là là, ça y est, il va encore me dire je sais pas quoi. Et il me dit, ben c'est très bon, on dirait du Zola. Ah oui, carrément. Et ouais, c'est vrai. Ah non, mais la comparaison. et en fait, je raconte ça parce que ça arrivé qu'une fois. Oui, mais bon, une fois, c'est déjà beaucoup. Ça, dans la scolarité d'un élève, je pense que tu dois être une des seules personnes à qui on a pu dire ça. Ouais, peut-être. Et en tout cas, après ça, je me suis dit, bah, c'est pas grave. Ok, peut-être que c'est vrai, peut-être que tu ne corresponds pas à ce qu'on attend absolument de qu'est-ce que c'est être un littéraire, mais tu as quelque chose. Et t'as quel âge? À ce moment-là? Ouais, j'avais 17 ans. Ok, donc c'est quand même en fin de scolarité. Ouais, c'était vers la première ou terminale, ouais. Voilà. Et ça, j'imagine que c'est le professeur qui t'a le plus marqué durant ta scolarité? Un de ceux qui m'a le plus marqué, ouais. Mais c'est toujours mes profs de français qui m'ont beaucoup marqué. Tu es encore en contact avec les profs de français maintenant que tu t'es clairement dirigée Celui-ci, j'avais voulu le recontacter pour lui dire, regardez, voilà, mais je n'ai jamais retrouvé sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est un petit appel qu'on passe. Comment il s'appelait? Exact. Il s'appelait Monsieur Soma, on ne sait jamais. Est-ce que tu étais rebelle à l'école? Ouais, un peu. Au collège, quand même, un peu. J'ai eu une petite période un peu énervée. Et après, non, j'existais, par contre, quoi. Enfin, voilà, je parlais beaucoup, je disais ce que je pensais. C'est pour ça que tu étais déléguée de classe? C'est ça. De toute façon, quand on est délégué de classe, c'est simple. C'est soit on est premier de la classe, soit on est le dernier, mais on a un truc. Il y a quelque chose un peu comme ça. Tu n'étais pas la dernière, quand même? Non, pas quand même. Tu passes sans redoubler? Si, j'ai redoublé ma première. Ok. Sinon, après, ça a été. Et après le bac, tu fais quoi? Waouh. Après le bac, j'ai fait un sacré paquet de trucs. Après le bac, j'ai fait une licence de théâtre à l'université et ça m'a pas trop plu. Donc j'étais dans une période de ma vie. Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de temps à savoir qui j'étais, où j'allais. Mmh. Et j'avais ce défaut pour moi que quand quelque chose me plaisait pas, je passais à autre chose. Et donc du coup, j'ai arrêté et là, j'ai voyagé. T'as fait une année sabbatique, quoi? Ouais, même deux. Pendant 2 ans, j'ai fait 1 an en Australie. Ah ouais? Et 1 an à côté de Londres pour apprendre l'anglais, en fait, finalement. Et quand je suis rentrée, j'avais déjà 24 ans, 25 ans. Et je me suis dit, je vais travailler. Donc, j'avais quand même toujours pas de diplôme en poche à ce moment-là. Et j'ai trouvé un travail dans les ressources humaines. J'ai passé une licence de RH. Et voilà, je commence ce travail pendant quelques années. Et ensuite, j'ouvre le fameux compte Instagram côté livre. Donc, je fais des chroniques de livres. Ça marche un peu quand même, tu vois. Comment tu te fais connaître? Parce que c'est pas facile, la littérature sur Instagram, sur les réseaux, sur cette génération? J'avais le goût de l'esthétisme, c'est-à-dire que je faisais des photos très léchées. Il y avait vraiment une facilité, une capacité de mise en valeur des choses. Et c'est pour ça aussi que, de toute façon, il y a aussi un aspect communication qui est présent chez moi. Tu vois, même mon compte Instagram, aujourd'hui, qui est un compte de poésie, est quand même bien léché. C'est bossé quand tu regardes mes vidéos, quand tu regardes mes visuels, il y a une identité. Donc ça va au-delà de l'écriture elle-même. Tu pourrais bosser dans la communication. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, ça te plaît, donc travaille dans la com. Et je me suis servi un petit peu de mon Insta comme d'un book. Mmh. Et j'ai été prise, j'ai trouvé un travail de chargée de communication que j'ai fait pendant encore 3 ans. Et un jour, mon Instagram a pris tant d'ampleur et j'ai eu tant de projets, de choses, d'opportunités que j'ai dû, que j'ai arrêté pour faire 100%. Pour que ça puisse être viable, parce que tu te dis comment tu te rémunères là-dessus tant que tu n'as pas sorti un ouvrage? En fait, je pose ma rémunération sur plusieurs choses. Donc effectivement, il y a l'écriture des livres, mais on sait tous que c'est pas ce qui rapporte le plus. Je vis aussi de mes performances poétiques pour des grandes marques. J'écris pour des grandes marques. Je fais des ateliers d'écriture aussi. Et en dernier point, j'ai un peu les réseaux sociaux aussi. Donc l'écriture, c'est vraiment le centre. Ça t'a créé un espèce de nouveau métier autour de l'écriture, finalement. C'est vrai, ouais, c'est ça, c'est un nouveau métier.
Poète, c'est un vieux métier en vrai. Mais Poète moderne. En 2025, c'est un peu nouveau, ouais. L'école, ça commence à remonter un petit peu, mais quel regard tu portes, toi, sur l'école française? Moi, l'école française, c'est ce qui m'a permis de... Enfin, j'ai beaucoup d'affection pour l'école française, en tout cas. C'est quelque chose qui m'a permis de m'épanouir. J'ai vraiment rencontré des adultes merveilleux, des jeunes de mon âge merveilleux. Évidemment, comme tous les jeunes, j'ai pu connaître des difficultés, des épreuves, des rejets, des difficultés d'insertion dans un groupe ou même parfois certaines classes, ça m'est arrivé. Mais j'ai quand même beaucoup de nostalgie de cette époque-là. Et en fait, je ne te l'ai pas dit, mais à la fin de l'année, je sors un calendrier de poèmes pour les jeunes adolescents, enfin pour les adolescents, voilà. Donc, qui sortira un calendrier de l'Avent. D'accord. Qui sera pour les young adultes. Voilà. Donc, et c'est marrant, je pense à ça parce que je me replonge en ce moment dans cette écriture-là, parce que j'essaie d'écrire une poésie qui parle aux jeunes. Et c'est vrai que ça me ramène dans mes souvenirs d'adolescence. Et en fait, je me rends compte que c'est quand même beaucoup de bons souvenirs. Et notamment grâce au collège, au lycée, aux Et si tu avais une baguette magique, là, qu'est-ce que tu changerais tout de suite dans l'école? Qu'est-ce que je changerais tout de suite dans l'école? Peut-être ce côté... Moi, ce qui m'a frappée un peu, c'est que quand j'ai évolué dans la vie, je me suis rendu compte que, comme j'étais quand même dans un lycée qui avait un niveau très faible, en fait, nous, la seule chose qu'on nous avait appris, c'était en mode avoir le bac. Il n'y avait pas d'après, en fait. Et c'est fou comment je me suis rendu compte qu'il y avait... Je sais pas, je me suis pas souvenir qu'on nous ait parlé de plein de choses qui étaient hyper importantes, comme, je sais pas, certaines écoles, l'alternance. Un manque d'accompagnement. Un petit peu, ouais. Et à la fois, c'est vrai qu'il y avait évidemment une conseillère d'orientation, etc. Mais j'ai l'impression que c'était comme si après, il y avait un peu, pas une forme d'abandon, mais quelque chose comme ça, alors que je connais plein de gens qui étaient déjà, avant même d'avoir le bac, en train de se demander quelle prépa ils vont faire, en train de se demander quel métier ils vont faire. Et je me dis peut-être qu'on n'est pas tous égaux d'un établissement à un autre, selon la géographie de l'établissement. Si tu dois te projeter dans le futur, l'école de demain, tu la vois comment? Je la vois... pour moi, l'école, c'est quelque chose de primordial et qui apporte... C'est la seconde éducation après celle de la famille. Et parfois, il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir une sphère familiale qui leur permet de, entre guillemets, s'élever au niveau de la culture, intellectuellement ou en termes d'ambition. Donc l'école, c'est quelque chose de primordial. Après, le vrai exercice, c'est de réussir à que tout le monde puisse avoir accès à l'école et aller à l'école avec les mêmes égalités d'un établissement à l'autre. Et ça, c'est très compliqué. Est-ce que plus jeune, il y avait un autre métier qu'autrice qui te faisait rêver? J'ai pensé à un moment à journaliste ou professeur de français. Mais finalement, c'est jamais chose, très... Je m'en suis pas trop mal sortie. Est-ce que tu dirais que c'est l'école qui t'a poussée dans la voie d'écrivaine ou rien à voir? Si, un peu, parce que j'admirais tellement mes profs de français. Enfin, franchement, aujourd'hui encore, je m'en rappelle, quoi. C'était surtout des femmes, à part Monsieur Soma, donc. Et c'était des femmes que je trouvais... je sais pas, j'étais complètement passionnée par ce qu'elles disaient. Je les admirais énormément. Et je crois que d'admirer très fortement un adulte qui nous apprend des choses, ça nous donne envie de lui ressembler. Ça nous donne envie de suivre les traces de cette personne. Et donc, finalement, ça nous élève, quoi. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu pouvais le verbaliser, que c'était un métier que tu envisageais de faire ou pas du tout? Si, quand j'avais 12-13 ans, je disais que je voulais être écrivaine plus tard. Ok. Et comment c'était reçu? Si j'ai assez mal pour que je change ensuite d'avis, vu que c'était un peu quelque chose qui n'est pas considéré comme un métier. Et c'est qui te faisait changer d'avis? La société. Aujourd'hui encore, moi, quand on me dit « tu fais quoi dans la vie ?» je réponds « poète ». On me dit « mais t'as envie ?» C'est la première question qui m'est posée. Et je comprends qu'on la pose parce que je pense que je fais partie... Enfin, que c'est dur d'en vivre. Et donc, ça démontre bien que la société a du mal à croire que tout ce qui est artistique et métier passion, on peut en vivre. Ça dit quelque chose de la société et de l'école?
Ça dit quelque chose de la grandit. société, de l'école, d'une forme aussi de précarité de l'aspect artistique, hein, quoi qu'on en dise. Et je pense que oui, l'école va peut-être parfois nous pousser de façon pragmatique vers des métiers alimentaires et qui nous permettent d'avoir un salaire à la fin du mois. Ouais. Est-ce qu'il y a des périodes dans ta vie où tu as moins lu que d'autres? Oui, j'ai pas lu de mes 19 à 27 ans. Ouais, donc beaucoup, non? C'est long, ouais. Comment ça se fait? Un tiers de ma vie. Comment ça se fait? Parce que j'ai eu une période de ma vie qui était un peu... je sais pas. En fait, j'ai lu beaucoup pendant l'adolescence. D'ailleurs, je lisais que des livres d'adolescents, hein, ou un peu plus d'enfance quand j'étais un petit peu plus jeune. Et ensuite, je sais pas, j'ai vivoté, quoi. Moi, j'ai toujours été en retard dans tout. Donc, si tu veux, quand j'ai compris qui j'étais et où j'allais, j'avais déjà presque 30 ans. Hein. Est-ce qu'il y a des moments où tu as plus d'inspiration ou il y a des moments où l'inspiration te manque pour écrire? Oui, bien sûr, il y a des moments avec, il y a des jours avec et des jours sans. Moi, j'écris tous les jours. Tu te forces? Tout à fait. C'est un peu comme, c'est comme le sport, tu vois. Il faut y aller et c'est comme ça que quelque chose se passe ensuite. Et c'était Duras qui disait... je ne sais jamais ce que je vais écrire jusqu'au moment où j'écris. Donc il y a aussi cette idée-là qu'il ne faut pas forcément, en tout cas, toujours attendre que l'idée nous vienne. Il faut aussi commencer à écrire, même si ce n'est peut-être pas des choses bonnes, des choses qu'on retiendra, des choses qu'on partagera. Mais c'est comme ça qu'à un moment, il va y avoir la fulgurance. Et ensuite, il y a le retravail de relecture. Parce qu'un premier jet reste un premier jet, après, il faut s'y replonger, il faut travailler, il faut relire. Mais tous les jours, tu te forces à faire un premier jet? Aussi minime soit-il. J'essaye, ouais. Après, il y a aussi ton environnement. À quel moment t'écris le mieux? Est-ce que c'est le matin au réveil? Est-ce que c'est au milieu de la nuit? Est-ce que c'est chez toi? Est-ce que c'est dans un café? Est-ce que c'est dans un transport? Est-ce que c'est en voyage? Et pour toi, c'est quoi? Moi, c'est dans les transports. Ouais. Au milieu de tout le monde et ça grouille dans tous les sens? Ouais, je trouve que c'est vraiment un moment où il y a un peu quelque chose où tu es très oisif. Tu vois, ton cerveau, il est presque en mode off, en fait, parce que la situation est souvent un peu désagréable aussi, tu vois. Et puis, il y a le monde, quoi. Tous ces gens-là. On constate depuis des années un désamour des générations plus jeunes pour les livres. Est-ce que tu penses est-ce que c'est un de tes objectifs sur les réseaux sociaux de réapprendre aux jeunes à aimer lire? Évidemment, il y a ce côté-là. Et puis, après, il y a de super plateformes, par exemple, comme Wattpad, qui permettent de... Comment ça s'appelle? Wattpad, j'espère que je le dis bien, W-A-2-T-P-A-D, qui est une plateforme justement que les jeunes exploitent énormément, où en fait tu lis des histoires en ligne avec des chapitres, donc en fait c'est juste que c'est dématérialisé. Et moi, mon tout premier livre que j'ai écrit, je l'ai écrit sur cette plateforme. J'avais 22 ans, j'étais très amoureuse à cette époque-là et j'avais écrit ça, donc c'est en plusieurs chapitres et tu sors un chapitre... toutes les semaines, par exemple. Et en fait, j'avais fait plus de 60 000 lecteurs. J'étais arrivée dans le top des histoires vraies, etc. Et donc, c'est extrêmement consommé par les jeunes. Et ce sont les jeunes qui écrivent. Donc, ça démontre bien qu'il y a quand même quelque chose qui est encore présent. Mais, si tu veux, tu as ce côté... et ils adorent se lire entre eux. Et il y a certains livres qui ont été publiés via Wattpad et qui étaient vraiment des best-sellers. Et je trouve que c'est... donc, il y a quand même quelque chose qui est encore existant. Mais pour revenir au réseau... moi, je pense qu'effectivement, ça permet de réconcilier la société et aussi les jeunes avec... le terme de la poésie qui était très galvaudé et qui, aujourd'hui, en fait, a toute sa place au sein de notre société. Enfin, c'est un besoin. Quel est le rôle de l'école là-dedans pour redonner le goût de la lecture aux plus jeunes? Je crois... La dernière fois, j'ai reçu un message d'une classe de 4e qui disait qu'ils étudiaient mes poèmes en cours. Et je crois que j'ai pas mal de professeurs de français, par exemple. Tu penses que c'est de changer, d'arrêter d'imposer des classiques et d'être sur des lectures plus modernes? Je pense que à un moment, on avait entendu dire que parfois certains profs de français faisaient étudier le rap, par exemple, au collège ou au lycée, pour pouvoir essayer d'être dans la connivence aussi avec les jeunes. Et je pense qu'effectivement, dire à un groupe de jeunes, attendez, on va étudier Marion Fritsch, qui est vivante et qui est plutôt jeune et qui écrit de la poésie sur les réseaux sociaux. On a le mot vivant, jeune, réseaux sociaux, qui les connectent. Et après, oui, il y a le mot poésie. Il y a le mot écriture, il y a le mot littérature, peut-être qui sont des mots plus difficiles pour eux, mais qui, du coup, au moins tu les as attrapés pour leur donner un peu d'intérêt. Est-ce que tu aurais 3 livres à nous donner à nous conseiller pour redonner le goût de la lecture? À conseiller pour donner le goût de la lecture,
Waouh, ça c'est... en ce moment, enfin, je ne l'ai pas lu, mais j'entends beaucoup parler de la femme de ménage. Donc, je me dis... Je suis en train d'essayer de le lire parce que j'ai vu que tout le monde le lisait, oui. Et alors, qu'est-ce que tu... C'est comme si tu regardais une série Netflix. Ouais, d'accord, ok. Oui, ça marche bien, quoi. Ça marche, mais ça demande pas la même... c'est pas la même stimulation intellectuelle que d'autres livres, quoi. Bien sûr, ouais, je comprends. Mais j'aime beaucoup le livre Écrire de Marguerite Duras, qui parle du rapport à l'écriture. C'est un tout petit livre, pour le coup. Qui, en plus, est un livre très, très fin. Et j'aime beaucoup Paroles de Jacques Prévert, qui est aussi un recueil de poèmes de Jacques Prévert, qui est un peu un incontournable. Et je trouve ça très chouette parce qu'il y a plein de belles poésies. Et en plus, on retrouve des poèmes qu'on a souvent, à un moment, rencontrés lors de notre scolarité. Donc c'est assez agréable, cette espèce de petit croisé entre les souvenirs qui remontent et puis à la fois la découverte très chouette de poèmes qui sont très beaux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? D'écrire longtemps, et c'est tout ce que je me souhaite. C'est déjà la fin de l'émission. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV.